On va démarrer. Voilà, alors, soyez les bienvenus à cette deuxième conférence de l'année 2017 de la Maison roumaine, qui porte sur le titre, vous le voyez, il s'affiche, vous l'avez eu, l'histoire orale dans le contexte de la Roumanie contemporaine, objectif, moyen et réalisation à Brașov. Cela parce qu'on a la chance que M. Mircea Ivanoiu de l'Université Transylvania de Brașov va parler justement de ses réalisations, de son travail dans ce domaine de l'histoire orale. Une histoire qui est un moyen de créer des sources pour l'histoire tout court, et tout le monde utilise désormais ce moyen. Développer, il va certainement parler de cela. Vous avez eu déjà le résumé de sa conférence, vous avez eu également sa notice biographique, et donc l'histoire orale est d'une grande importance sans d'autres considérations. Mais pour les anciens pays communistes, pour la Roumanie tout particulièrement, ces sources d'histoire orale sont celles qui permettent de combler cet essai de manipulation et du nettoyage des archives par la police politique. C'est ça le drame, à cela qu'on essaie de combler. C'est pour ça que cette histoire orale est particulièrement importante dans ce contexte actuel de la Roumanie. Je ne veux pas insister de trop sur les réalisations de Mircea Ivanoiu. Je veux simplement dire que c'est une personnalité qui a deux grands domaines de compétences. C'est un brillant ingénieur, un professeur d'hydraulique, qui a fait des travaux de recherche, qui a publié dans ce domaine, mais il a également un autre champ d'activité où il a réalisé énormément, et notamment dans le domaine de l'histoire orale et de l'animation des sites, des deux sites à Brașov, qui sont des sites qui portent sur l'histoire de la Roumanie du XXe siècle, et tout particulièrement sur l'histoire de Brașov en tant que site industriel. Et si on veut cibler encore davantage, de Brașov en tant qu'endroit où s'est développée pour la première fois l'industrie aéronautique en Roumanie. Et ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez que la première compagnie transcontinentale au monde, c'est la franco-roumaine. Et ça place la Roumanie après le premier décollage d'un avion avec ses propres moyens de bord, qui a été réalisé par Traian Bouia et dont l'appareil se trouve au musée du Bourget. C'est une autre grande première des Roumains dans ce domaine. Je m'arrête là. Je voudrais simplement remercier encore une fois Mircea Ivanoiu pour être là, le remercier et souligner toute sa contribution qu'il a eue pour notre association, pour la Maison roumaine. C'est j'ose dire, un des piliers de notre association, parce que nous avons justement, et c'est ça que nous essayons aussi de développer, une présence des Roumains de Roumanie. La Maison roumaine, c'est une association française, mais où les Roumains les Roumains de Roumanie sont extrêmement, peut-être j'utilise un mot qui n'est pas le plus adéquat, extrêmement utile, parce qu'on a besoin de Roumains de Roumanie. Merci. Mircea, merci d'être là.
Oui, la présentation a été très forte, trop forte pour moi. Moi, je suis très francophone, même si je ne parle pas très bien, parce que je passais seulement 2 ans en France, c'était 92-93. J'ai été insalien, comme M. Douchard d'ailleurs, mais je fais seulement un diplôme d'études approfondies là et un stage à l'INSA pendant 2 ans. Alors je suis très attaché de la France, et comme je disais à M. Erla il y a quelques temps avant, je suis arrivé en France avec la conception des Roumains qui ont fait ça dans les années 1848. C'est-à-dire, c'était ça mon image sur la France. Alors, je suis resté avec une partie de cette image, valable encore, c'est-à-dire dans ma tête. Mais nous aussi. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Bon, il faut que je dise quelque chose sur la présentation. Il y a 4 segments, 4 chapitres qu'on va voir. Premièrement, c'est une introduction dans l'histoire orale, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît le domaine, ou bien il y a des choses qui ne sont pas très bien précisées sur le sujet. Et puis, il s'agit de la situation de l'histoire orale en Roumanie, c'est-à-dire prendre des connaissances avec les centres de l'histoire orale de Cluj, de Bucarest, de Brașov, de Timișoara, tout ça, des gens qui ont travaillé dans ce sens-là, même plus que nous. Moi, je suis ingénieur, mon collègue, on va voir, il est sociologue, mais nous avons fait ça pour notre plaisir, on peut dire, hein, parce qu'on n'a pas comment s'appelle ça, une spécialité d'histoire à l'université de Transylvania. Tout le monde est complètement ébloui quand on entend que non, ça n'existe pas en Transylvanie. Il existe n'importe quoi, mais l'histoire, ça n'existe pas. Et les autodidactes sont plus souvent les plus performants. Les dilettantes sont performants quelquefois. Le titre, vous le connaissez. Je passe sur cette question d'introduction. L'histoire orale, simplement dit comme ça, c'est une collecte systématique de témoignages. On fait ça en discussion libre avec des individus sur leur propre expérience. L'histoire orale tente de vérifier ces résultats, c'est-à-dire on n'arrive pas à faire confiance à n'importe qui et à dans quel moment. C'est-à-dire on essaye de retrouver une autre témoignage dans ce sens-là pour réconforter l'image qu'on a à soutenir. Si on ne trouve pas des témoignages convenables, on abandonne l'idée ou bien on fait une remarque comme ça en passant. L'histoire orale est aussi préoccupée du stockage des conclusions au bénéfice des générations suivantes. On va discuter plus tard cette question parce que c'est intéressant d'un certain point de vue. Autrement dit, le projet d'histoire orale se déroule entre 2 personnes. C'est un interviewé et un intervieweur qui enregistre les souvenirs et crée un dossier historique. Le dernier, c'est celui-là, le dernier. Les moyens de collecte peuvent varier de la situation qui était valable il y a 40 ans en avant, prendre des notes à la main dans ces discussions jusqu'au la dernière recherche qui sont exclusivement vidéo maintenant, parce qu'il y a une richesse de détails qui se met en évidence par un enregistrement vidéo par rapport aux autres. Ça c'est évident. Et de l'autre côté, pour avoir une justification pour mon implication, l'histoire orale bien faite donne un sentiment d'accomplissement. C'est-à-dire, on a la satisfaction d'avoir sorti à la surface des informations importantes. La personne qui témoigne a une satisfaction elle aussi parce que a l'impression de ne pas laisser se perdre une certaine expérience de vie. Et cela sera transmis à travers nos enregistrements et nos documents écrits. Premièrement, ici c'est une image, on est parti de cette question.
je discutais avec plusieurs étrangers, et ils étaient toujours posés des questions sur la Roumanie. Quand on a une question sur la Roumanie, il faut essentiellement connaître le passé proche, c'est-à-dire les dernières 100 ans de l'Arménie. Parce qu'autrement, on ne comprend rien de l'Arménie. C'est difficile à comprendre aussi, on ne comprend rien. Pour moi, il y a un grand nombre de choses explicables. Il y a aussi des choses peu explicables, mais quand même, par l'histoire, une partie d'entre eux sont devenues explicables. Alors, si vous voulez comprendre la Roumanie d'aujourd'hui, cherchez dans l'histoire. C'est dans l'histoire orale et dans l'histoire des individus. Il y a un autre aspect que je veux souligner ici. L'histoire orale est subjective. Ça, c'est évident. Personne ne nie cette situation. Mais chacun d'entre nous a vécu sa vie dans une certaine subjectivité. L'impression sur son passé est subjective. Et cette impression, bien la quantité des idées qu'il a accumulées pendant sa vie, vont déterminer son futur ou bien la future de ses proches. C'est-à-dire qu'il a réussi à influencer, à transmettre son expérience de vie et l'image de la vie passée aux autres. Et c'est ça qui bouge le monde, finalement. Ce n'est pas les documents historiques qui restent entre les pages d'un livre ou bien dans des archives historiques importantes, à la condition qu'elle n'entre pas dans l'école. Mais ça se passe rarement. Ça crée l'identité. Oui. Quelles sont les étapes? Les étapes sont les étapes d'un projet. C'est un projet d'histoire orale. Tenir comme des choses, comme des produits finis. Il y a à la fin un produit, un budget, mais les gens qui sont spécialistes dans le management peuvent me corriger ou bien mieux me comprendre. Nous menons des recherches à fond, c'est-à-dire à fond, ça signifie qu'on insiste dans certaines investigations. Quand les choses ne sont pas très claires, on est capable de renoncer complètement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir quelle est la vérité, on n'arrive pas à avoir la réponse comme il faut, alors on abandonne l'idée. Il y a l'interview qui est la question la plus importante, qui est une relation entre deux personnes, et ça dépend des qualités de ces deux personnes, bien de leur caractère. Et il y a une évaluation de recherche, ça c'est une question idéale, ça se passe rarement, une évaluation de recherche, parce qu'une investigation d'histoire orale chez nous, ça marche très vite. C'est-à-dire on a besoin de 2 ou 3 rencontres pour finaliser une recherche complexe, c'est-à-dire une interview avec quelqu'un, et on revient rarement sur ce texte. Soit l'idéal serait d'écouter l'enregistrement, ou bien de le transposer sur le papier, et puis de préciser les points qui ne sont pas trop clairs, et revenir avec des questions supplémentaires. Mais ça ne se passe pas souvent. Organiser et présenter les résultats et stocker les matériaux archivables. Bon, maintenant, sur l'opportunité, ce que venait de dire M. Hervé aussi, l'opportunité des projets d'histoire orale dans la condition de l'Arménie post-communiste. Vous allez voir que, ça sera plus tard, maintenant, les prémices, non? Les prémices sont que la Roumanie, comme vous le savez tout aussi bien que moi, était un pays agricole. Maintenant, elle était encore un pays agricole. Quand je parle avec les Français, quand je parlais avec les Français il y a 25 ans avant, ils me disaient, en venant en Roumanie, ils me disaient comme ça, oh, mais c'est la France après la guerre. C'est ça l'image de la Roumanie, c'était leur image sur la Roumanie. La France est un pays agricole. Je pense qu'elle était un pays agricole un peu équilibré, plus équilibré que la Roumanie, parce que chez nous maintenant c'est moitié-moitié, je pense, par rapport à la population qui vit à la campagne et dans le milieu urbain.
Mais en France, c'était cette situation peut-être il y a 50 ans avant. Mais dans l'éducation, dans ces milieux, il faut qu'on regarde la première ligne. L'éducation morale se fait dans un milieu fermé, qui est un milieu d'une qualité spéciale. Il y avait des gens, mais maintenant on parle de ça, il y avait des gens à la campagne qui avaient un bon sens moral supérieur à quelqu'un qui avait 3 facultés, 3 diplômes d'études supérieures, comme ça. C'était pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'éducation de la communauté. L'éducation de la communauté s'est fait à travers des histoires personnelles, ou des histoires, j'ai mis là, fabuleuses. Je n'ai pas su comment dire basme, c'est-à-dire les contes. Les contes, mais c'est moins que basme, je pense, c'est-à-dire ça n'arrive pas au niveau de basme. Oui. Mais même chez nous, le basme a une nuance péjorative. On dit quelquefois basme. Voilà. Conte de fées, peut-être. Oui, c'est ça, conte de fées. Bon. Mais ce sont les instruments avec lesquels on travaillait sur l'éducation des petits. Et dans nos enregistrements, en Bucovine surtout, chaque personne presque nous dit l'atmosphère spéciale qui était autour des raconteurs. C'est-à-dire le raconteur était le centre de la communauté, il toujours donnait des histoires, c'est-à-dire étaient des vieux qui ont fait la Première Guerre mondiale, bien je ne sais pas où, en Italie ou dans l'armée de l'Empire, ou bien en Russie, quelques-uns ont fait des prisonnierages, je ne sais pas quoi. Alors, ils sont revenus et ça s'est raconté, et les jeunes à 6 ans, à 7 ans, à 10 ans, les écoutaient émerveillés, fascinés. Il était complètement fasciné. C'est une chose qui existe aujourd'hui, sans avoir image autour de lui, sans avoir mouvement, c'est-à-dire il n'y a pas de vidéos, il y avait seulement le talent de celui qui raconte. Et si vous avez l'occasion de parler avec les gens de Bessarabie, les gens de Bucovine, ils ont un talent pour la raconte, et exprimer les choses comme ça, les histoires, et tout ça qui est attirant. On ne peut pas s'échapper à ça. On est toujours attiré par ce qu'il raconte. Bon, de l'autre côté, ça c'est une je trouvais dans un livre ça c'est une, si vous avez, bien sûr, la plupart d'entre vous connaissent la Bible, comment ça s'appelle ça? La Bible? Non, c'est la Bible, oui, la Bible. Et c'est une narration d'origine biblique. Ça signifie que en Bible, n'existe pas de conclusion finale. Il y a seulement une histoire qui s'appelle une parabole, non, d'habitude, et à la fin, on a encore la possibilité de juger cette histoire et de tirer ses propres conclusions. Et ça, c'est une moyenne éducative, je pense, infaillible. Bon. De l'autre côté, c'est comme on a dit avant, l'accès aux archives a été longuement bloqué chez nous. Non? Je ne parle pas de la période communiste. C'était complètement interdit d'arriver dans des archives ou bien de consulter des archives. Il y avait des gens qui avaient une certaine compétence au niveau pour arriver dans des archives et leur investigation était bien censurée. Mais même après, c'est-à-dire après 90, les archives communistes ont été bloquées, mais maintenant, les grandes archives des centres départementaux, c'est-à-dire comme à Brasov, elles sont dans la compétence du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, on ne peut pas si facilement s'infiltrer à l'intérieur. Les chefs des archives sont formés dans une école d'historiens qui
où ils ont été envoyés par le ministère de l'Intérieur. Ce ne sont pas n'importe qui, ces personnes-là. Alors, ça c'est si on parle des archives institutionnelles. Si on parle des archives publiques, c'est-à-dire les publications, la situation est encore plus grave. Parce que là, les informations sont complètement incertes et falsifiées. Je mettais là, au début, cosmétisé, mais ils m'ont dit que ça, ce n'est pas compréhensible pour les Français cosmétisés, alors j'ai renoncé à cosmétiser et j'ai mis seulement falsifié. C'est pour ça qu'on a souvent discuté avec les étrangers qui venaient et qui voulaient consulter les archives. Mais ça ne vous sert à rien, j'ai dit. C'est-à-dire vous devez avoir à côté de vous quelqu'un qui a vécu les événements pour vous assurer une correcte interprétation. Autrement, c'est pour rien. Parce que vous connaissez le contenu des journaux. C'est-à-dire, aux États-Unis, on peut peut-être faire l'histoire à travers les journaux. Non, chez nous, non. Pour cette période, c'est exclu. Donc, et dans plusieurs centres du pays, centres universitaires d'habitude, liés ou non de milieu académique, il y a des gens indépendants qui ont fait ça, mais il y a aussi près d'une institution académique. Après 90, on a commencé à s'intéresser de l'histoire orale. Et on a eu une certaine pression dans ce domaine. Quelle est la pression? La pression que ceux qui pouvaient dire quelque chose sur le passé, il y a 30 ans, 40 ans, 50, c'était comment dirais-je, en cours de disparition biologique. Et on a forcé un peu les interviews, l'accumulation de l'information, et on a laissé pour le plus tard l'interprétation et tout ce qui était partie de publication et tout ça. Il y avait des gens qui ont déposé des témoignages, mais qui n'ont vu jamais leurs témoignages imprimés ou écrits ou publiés ou comme ça. Il y a deux catégories de témoignages, on dit comme ça. Premièrement, ce sont des histoires de vie, où il y a quelqu'un qui raconte la vie d'un bout à l'autre, comme ça. Et il y a aussi des recherches d'histoire orale qui sont ciblées sur un domaine ou bien sur un thème. Donc, vous allez voir à travers les livres qui sont apparus dans les derniers moments. La recherche, on dit histoire orale, oui, mais il y a un certain groupe de sciences humanitaires, non, humaines, des humanités. Maintenant, j'essaie de faire la liaison avec le centre des humanités qui existe à l'INSA de Lyon. C'est-à-dire, à l'INSA de Lyon, je ouvre une parenthèse ici, M. Douchak connaît très bien la situation. À l'INSA de Lyon, on disait comme ça, dans les premiers 2 ans, les matières humaines et les matières de sciences avaient à ce moment-là une moyenne chacun. Et on faisait la moyenne finale faisait la moyenne des deux catégories de disciplines. Vous avez la même pondération. Voilà, c'était également pondéré. Mais si je dis ça en Roumanie, dans mon département ou bien dans ma faculté, ça serait un scandale public. C'est impossible de penser comme ça. Mais tout le monde sait très bien qu'un vrai ingénieur, un ingénieur de certaines qualités, ne peut pas être un ingénieur qu'avec une certaine bagage de connaissances dans le domaine des humanités. C'est l'image, c'est-à-dire le succès, je pense, de ça vient le succès de réseau INSA en France. Bon. Et les conclusions qu'on peut tirer d'une recherche de l'histoire orale sont valables dans plusieurs domaines, comme l'ethnographie, politique sociale, justice, éducation, anthropologie, tout ça. Ça dépend de celui qui fait la lecture.
C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est sociologue, pour moi, mon sociologue, pour mon ami Alexandre Stéphane Ougrian, et il a fait l'interprétation sociologique. Il a toujours voulu trouver des lois qui se superposaient par ces images qu'il a pris des grands pères de la sociologie européenne ou mondiale. Donc, c'est une paire que vous connaissez très bien, non? C'est Madame Blandiana et Monsieur de Lomo-Sousa, qui est mort depuis 2 mois, peut-être. Subitement, on peut dire, même s'il était assez malade, mais on dit toujours que c'est subitement parce qu'on ne s'attendait pas, et qui sont, dans l'ordre chronologique, ceux qui ont travaillé le plus, bien dès le début, dans ce domaine. On va vous expliquer pourquoi. En bas se trouve l'adresse à laquelle vous pouvez consulter un peu la partie publiée ou non de l'histoire. Au niveau de l'année 2015, il y avait dans l'archive centrale, comme vous voyez, 3450 enregistrements audio et vidéo et 6350 heures d'enregistrement. Et je suis revenu, quand je suis revenu en Roumanie, quand je suis rentré en Roumanie en 1994, j'ai rencontré Madame, c'est-à-dire, moi j'étais le président de l'Alliance civique à Brasov, alors on se connaissait très bien parce qu'elle était la présidente de l'Alliance civique à Bucarest. On s'est rencontrés par hasard un peu à Brasov et elle m'a dit, tu sais, nous avons maintenant 440 enregistrements sur bande audio. Et je n'étais pas je n'étais pas sensible à cette affirmation, ça ne me disait rien à ce moment. Mais elle était enthousiaste, elle était ravie de me dire ça. Elle a eu raison. Elle a commencé le plus tôt à accumuler le matériel. Et maintenant, je vous présente des livres qui ont été sortis, c'est-à-dire les livres qui ont apparu à l'occasion de le passage sur le papier de cet enregistrement. Premièrement, les deux qui se trouvent ici, vous les voyez, les couvertures parlent de la collectivisation, de la coopérativisation. C'est un sujet assez discuté encore, mais voilà, il y a le titre de livre de gauche, oui, la terre de tous, la terre de personne. C'est une adage qui circule parmi les paysans même aujourd'hui. C'est-à-dire, si on parle d'une terre qui a été coopérativisée, ça signifie qu'elle n'appartient à personne et elle n'aura pas l'attention qu'il mérite. C'est un dernier volume sorti par Roussan. Oui, c'est peut-être ça, oui, dans la collection. Vous voyez ici, il y a dans le coin, pardon, il y a ici deux rôles de cassettophones, de bandes de cassettophones face à face. Ça signifie que c'est un livre qui a été construit sur des témoignages enregistrés, c'est-à-dire de cette manière de l'histoire orale. Bon. Non, c'est trop vite. Ici, ce sont les partisans de Bukovine. Il y avait peu de personnes qui connaissent la situation. En Bukovine, il y avait un mouvement de partisans assez fort. Pas si fort comme les partisans de Făgăraș ou bien de l'autre côté des Carpates, que vous connaissez peut-être mieux. Mais quand même, l'histoire de la famille Montrescu est très connue. Ce sont des partisans qui ont résisté pendant 6, 7 ou 10 ans dans les forêts de la Bukovine. Ça, c'est une fille qui a été la fille d'une gardienne de forêt, comment s'appelle ça? Gardienne de forêt, ça. Pădurar en roumain, bien sûr, en roumain, je sais, mais en français, je ne sais pas. Garde forestier, Garde forestier, c'est plus qu'agent forestier, oui.
C'était Garde Forestier et son père. Elle, avec son père et son frère, se sont retirés dans les montagnes et ont résisté un certain temps. Les parents, c'est-à-dire le père et le frère, ont été tués. Et elle a été emprisonnée. Et l'autre, regarde les démolitions de Bucarest. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'inspiration de faire des enregistrements avec des gens qui n'étaient pas trop âgés, mais quand même qui ont vu le spectacle de la destruction comme ça d'une partie de la ville qui a frappé beaucoup de personnes à ce moment-là. Et ça peut devenir un livre important pour ceux qui vont étudier l'histoire de la ville dans le futur proche ou bien plus éloigné. Oui, et ça c'est un livre qui a été un livre d'histoire orale, plus proche de Brasov, parce qu'il s'agit des événements du 15 novembre 1987. C'est-à-dire les événements que j'ai vus avec mes propres yeux. C'est-à-dire je suis témoin, mais je ne fais partie de ces personnes qui ont témoigné. Ici sont ceux qui ont été arrêtés après les événements et qui ont été considérés le chef du mouvement à ce moment-là. Oui, la photographie suivante, c'est une photo qui... Vous connaissez la personne? C'est Thierry Volton à Siguet. Thierry Volton à Siguet. Il a été plusieurs fois invité. Elle a répondu à une invitation. Pendant 15 ou 13 ans, Blandiana et Roussan ont organisé une école d'été. Mais c'était une école d'été pour les très jeunes. Il y avait des gens au niveau lycée, comme ça. C'était des jeunes, une équipe de 30, 50, comme ça, des élèves de tout le pays et de Bessarabie aussi, qui sont venus pour écouter la vraie histoire, la vraie histoire. Et c'était Volton qui a été invité, elle parle de ça. Il y avait une autre, on va le voir tout de suite là. Et derrière, c'est un centre de traduction instantanée, c'est-à-dire il parlait en français et celui qui était derrière, il y avait des traducteurs qui faisaient la traduction instantanée de n'importe quelle langue. Parce qu'il y avait des invités de partout, de Pologne, d'Allemagne, le pasteur Gauck, je pense qu'il a été invité aussi, et d'autres. Et l'autre français, il est peut-être connu en France, je ne sais pas, mais en Roumanie il est connu, Stéphane Courtois. Il y a un livre traduit en roumain qui s'appelle Le livre noir du communisme, et il est co-auteur avec d'autres d'Allemagne, d'Hongrie, de Pologne, je ne sais pas, il y a que 4 personnes ou 5 qui sont co-auteurs. Mais ils ont fait des livres avec des personnalités comme ça. Je note là. Mais ça, c'est pas vraiment de l'histoire orale. Moi, c'est de l'histoire orale, parce que, vous voyez là, c'est le signe. C'est un enregistrement qui a été transposé en livre. Mais il y a une vraie série dans ce sens-là, parce qu'il y a à côté de lui Charles Bukowski, un livre tout aussi arabe, c'est un célèbre dissident que vous connaissez, russe, sans doute. C'est Alexandre Zoub, le professeur d'histoire de Yassy, qui a été aussi détenu politique à une période. Et Denis Dilettante, c'est un Anglais. Maintenant, il donne des cours en Angleterre, mais il a été parmi les plus informés en ce qui concerne le communisme roumain, parce qu'il était revenu plusieurs fois, même avant 90, en tant que mari d'une Roumaine. Tout s'explique, l'intérêt s'explique. Oui. Parce qu'on discute un peu entre nous, mais ce livre de Courtois, le livre noir du communisme, c'est un livre qui est basé sur des documents, etc. C'est une vraie histoire. Ce n'est pas une histoire orale. Ce n'est pas basé par des témoignages des personnes qui ont vécu. Peut-être il y en a aussi, mais on ne peut pas parler du livre
Courtois comme d'un livre d'histoire orale. Oui, mais la série qui a été, de laquelle fait partie ces livres, c'est une série d'histoire orale. Tu parles de la manière dont ça a été, utilisé lors de l'école d'été de Siegen. C'est en ce sens. C'est le numéro 3 de l'histoire orale, c'est-à-dire qu'il a eu un certain enregistrement qui a été transposé sur papier. Il ne parle pas de situations particulières, il explique des situations du communisme en général. Et en ce moment-là, ça, vous pouvez les éduquer. Ça, j'ai compris, mais ici, la question est, c'est considérer ça comme une histoire orale? Si le temps passe... Parce que l'histoire orale, j'ai cru, d'après ta définition que tu as donnée au début, c'est donc un recueil de témoignages de ceux qui ont été des acteurs ou qui ont vécu les événements. Voilà. Et ici, lui, il n'a pas vraiment vécu, mais on utilise... un historien qui donne ses opinions sur l'histoire communiste en Roumanie et n'importe où. Et ce sont des documents qui restent en tant qu'histoire orale dans l'archive de l'établissement ou bien de l'institution de Siegen. C'est autre chose. Pardon? Vous parlez du livre noir du communisme, et je parle de notre livre. Non, mais c'est un livre. Non, ici, je crois qu'il faut, il me semble, qu'il faut tout de même, et je crois qu'on parle de l'histoire orale en ce sens que c'est une histoire basée sur des témoignages qu'on recueille. Ça, c'est l'utilisation des écrits, je dirais pour une c'est de la vulgarisation des livres d'histoire comme celle écrite par Courtois. Oui, c'est vrai. Oui. Bon. L'autre centre est à Cluj-Napoca. Il y a un institut, c'est-à-dire depuis 1997, un institut qui s'appelle l'Institut d'Histoire Orale, à l'initiative du professeur Pompiliu Teodor et Dorura Dosav. Et j'ai choisi la deuxième partie de cette diapo pour donner là une définition encore plus précise. L'objectif primordial de l'Institut est de récupérer une partie de la mémoire récente de la société roumaine, exclu des témoignages écrits de l'époque. Voilà. Et il y a une autre qui est tout aussi importante. L'activité de l'Institut d'Histoire Orale regarde l'investigation historique par l'intermédiaire de l'histoire vécue par les sujets comme alternative et complément. Parce que quelquefois, il y a une opposition nette entre l'histoire qui se trouve dans les documents et les preuves matérielles et l'histoire vécue comme alternative et complément à la grande histoire écrite, c'est-à-dire l'histoire officielle. Elle se revendique surtout des écoles françaises et italiennes et se place dans les débats les plus ardents de la recherche historique contemporaine. Et vous allez voir tout de suite les deux représentants. C'est M. Dorura Dosav qui est en pleine forme et il travaille encore dans ce domaine. Il a été le chef de la bibliothèque universitaire à Cluj. Et membre de notre association. Et membre de notre association, voilà. Et l'autre, c'est une maître de conférence qui s'appelle Valentin Orga et qui maintenant est le chef de la bibliothèque universitaire de Cluj, mais qui travaille dans le domaine. Et en plus, il y a une maison d'édition qui est très réputée pour les publications dans ce domaine, qui s'appelle Argonaut. Si vous ne risquez rien si vous achetez les livres d'Argonaut. Ce sont très meilleurs. Ah. Voilà, il y a quelques titres de Cluj. Vous allez voir, c'est une archive qui a, à l'instant, pour le moment, 5800 interviews. Ça, c'est un livre ciblé sur l'histoire orale d'une certaine région. Ils ont travaillé sur des régions
mieux limité, on peut dire, c'est-à-dire ce n'est pas sur le territoire du pays, c'est dans une région. Et ça, c'est la région de M. Herle, parce que c'est le sud des Carpates, occidentales, je pense, en disant les montagnes. Non? Et c'est sur la coopérativisation dans la région de Brad. Non? Bon. Deux autres sont deux volumes dans la même région. Les témoignages des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, on avait de quoi parler. Et ça, c'est plus intéressant, surtout pour Lorin Douchak. Il y avait une historienne de Bessarabie qui est venue faire ses études à Cluj. C'est-à-dire ses études, c'était un master et une thèse en histoire. Et il a écrit deux livres d'histoire orale. Un livre, je pense que c'est sa thèse, l'autre, c'est un recueil de témoignages avec les gens qui ont lutté en Afghanistan, c'est-à-dire les jeunes gens de Bessarabie qui faisaient partie de l'armée soviétique et qui ont lutté en Afghanistan pendant 10 ans, 79, 99. Et ça, on peut dire que ce n'est pas une question d'histoire parce que les gens étaient assez jeunes, entre 30 et 40 ans, au moment des interviews. Mais quand même, pour l'avenir, c'est un livre d'histoire orale. Bon, attendez un petit peu, oui, c'est bien. Un autre institut qui se trouve à Bucarest, il y a des gens qui connaissent peut-être l'activité de cet institut, qui a été réalisé par l'assemblage de deux autres instituts. C'est difficile à retenir tous les initiales, mais c'est l'Institut d'investigation des crimes du communisme et la mémoire de l'exil roumain, ensemble. Parce qu'avant, c'était en deux. C'était les crimes du communisme d'un côté et la mémoire de l'exil roumain. Et parmi les plus actifs, les jeunes les plus actifs de l'Institut, c'est une monsieur qui s'appelle Cosmin Boudanc. Elle est de la région de Făgăraș. Et j'ai pris ces photos, c'est lui qui l'a envoyé d'ailleurs, parce qu'il a fallu qu'elle me dise quelque chose dans ce sens. Pardon. Il se trouve avec un monsieur qui est une de ces interviewés sur un terrain où ont été fusillés 2 ou 3 paysans de la région de Transylvanie en tant que prisonniers de la sécurité. Mais quelquefois, la valeur de la vie de quelqu'un arrêté ne comptait pas en Roumanie, ne compte pas d'habitude dans le système communiste de l'Est. Et en ce moment-là, ils étaient fusillés et enterrés quelque part dans la forêt. Et maintenant, ils recherchent les dépouilles. Où se trouve le tombeau. Voilà, le gisement. D'après les témoignages de ce monsieur, qui a un certain âge. Voilà. Et il a une équipe qui creuse la terre dans plusieurs points, et comme ça, c'est difficile à trouver. Je connais quelqu'un qui a travaillé longtemps dans ce domaine, et le célèbre chasseur de Securitate, M. Marius Sopra. Qui est comptable de Brașov et qui a lancé ce qu'il a appelé l'archéologie des tombes, enfin, je ne sais pas, il y a un nom, je ne me rappelle pas exactement. Oui, mais c'est vrai. Mais je parlais avec lui de cette question. C'est une question assez grave, parce qu'on est sur les points, quelquefois, si on parle seulement, on écrit, on fait des témoignages comme ça, on est sur les points de perdre la crédibilité dans le futur. On attend maintenant que certaines générations disparaissent, c'est-à-dire s'évanouissent, et en ce moment-là, ils disent non, c'est pas vrai. Oui, non, ça n'existe pas. Non. Bien sûr. Mais vous connaissez, vous avez un exemple concret, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été découvert, je ne sais pas où, qui a été tué, je ne sais pas où, et à ce moment-là, ils ont voulu faire la découverte
constaté par la procuratura, par, comment s'appelle, l'institut, Procureur. oui, le procureur, où le cadavre a été identifié et il existe. Et en ce moment-là, ça reste dans les papiers les plus officiels, on ne peut pas nier, on ne peut pas nier une certaine situation. Et puis il y a des analyses biologiques qui prouvent bien que le cadavre appartient à la famille, donc il ne s'agit pas d'un autre cadavre. Oui. Ça c'est ce qui est important. Bon. Et M. Boudenc, il a fait un recueil de 6 volumes avec des expériences des prisons, des gens de tous les pays, de tous les départements du pays. Ils sont groupés comme ça sur des départements. Vous voyez, c'est le volume numéro 3. Ici, qui a des déclarations, on peut dire, bien des interviews avec des détenus politiques habitant dans les départements de Alba, de Botoșani, Karaseverin, Harghita, Ialomița, Olt, Suceava et Teleorman, et le numéro 6, le dernier volume, oui, qui sont seulement des anciens détenus politiques de Bucarest, habitants de Bucarest. À Timișoara, c'est la photo représente Madame Smaranda Vultur. Madame Smaranda Vultur, elle est connue en France, je pense, parce que une fille de Smaranda Vultur maintenant habite en France, je ne sais pas si son fils aussi, mais elle enseigne, elle a enseigné à l'Université de l'Ouest, à Timișoara, dans le département de langue française, je pense. Au début, le premier paquet d'enregistrement a été le mémorial de la Révolution. Ils ont eu la précaution d'enregistrer les gens qui ont participé aux événements de 89. Alors, puis ça c'était à un certain moment arrivé. Les témoignages sont entrés dans la bibliothèque de l'université. Et il y avait une institution qui a été créée ultérieurement pour les gens qui sont plus familiarisés avec ce qui se passe dans la littérature. C'est un groupe qui s'appelle la Troisième Europe. Elle est formée par Madame Vultur aussi, mais à côté se trouve Adriana Babet, si vous connaissez le nom peut-être, ou bien Cornel Ungurean, et d'autres personnalités locales de Banat qui sont très actives dans le domaine de la littérature même. Il y a, voilà, 600 interviews, 1200 heures d'enregistrement. Mais ce qui est intéressant sont les titres. Un sujet qui est très très répandu dans toutes les questions d'histoire orale, c'est le sujet des minorités. Et voilà. Même si les minorités n'existent plus, presque sont des super minorités, même en Banat, il y a peu de juifs par exemple à l'instant. Il y a 2 volumes avec les juifs de la région. Et je connais quelques-uns d'entre eux parce qu'il y a des juifs de Lugoj aussi, mais moi je suis de Lugoj, comme naissance. J'ai vécu longtemps, par exemple, jusqu'à 25 ans, c'est toute ma jeunesse. Alors j'ai reconnu quelques-uns qui faisaient partie de cet recueil. L'autre paquet, vous voyez, ce sont des choses intéressantes aussi. Les Allemands de Banat, sont les Souabes. En roumain, ça s'appelle Schwabi. Schwabi in Banat, c'est une catégorie des Allemands. Il y a 2 catégories, les Saxons et les Souabes. Et les Souabes sont arrivés plus tard, c'est-à-dire ont été amenés par Marie-Thérèse pour la colonisation de cette région. Et l'autre, c'était, je ne sais pas si ça c'est marqué, oui, mais c'est dans le Chiao. Français en Banat, Banatien, eh bien les habitants de Banat en France. C'est une étude en miroir comme ça, sur les 2 catégories. Il y a des gens de Banat qui habitent en France et il y a aussi des Français qui habitent depuis longtemps. Parce que c'est difficile à croire, mais la Roumanie était un territoire d'immigration. Il y avait des centaines, des milliers d'Italiens qui se sont établis entre les 2 guerres en Roumanie. Avec le travail, premièrement, et puis ils sont restés là. Ou bien nous avons... Même avant. Même avant, oui. Nous avons les armées de Napoléon, il y a tellement... Voilà. Oui, Mangeron, par exemple, vous connaissez le professeur de mécanique
il faisait partie des troupes de Napoléon, c'est-à-dire ses ancêtres peut-être, il est resté à Iași. Mais voilà, le dernier exemple de M. Fontaine, non, Marcel Fontaine, qui est resté après la guerre en tant que professeur de langue française en Roumanie, mais il a fait la guerre aussi à côté des Roumains, c'est-à-dire les 2 derniers ans, 16-18, oui. Et là, le livre est apparu en Roumanie maintenant, les mémoires de Marcel Fontaine, qui sont magnifiques. Oui. Mais parler de français dans le Banat, Poincaré, il a fait son stage d'ingénieur, il était à l'École Polytechnique, il a été envoyé à Rechița. Donc on a des témoignages, il a fait rapport sur ces... Oui, j'ai une faiblesse pour le musée du paysan roumain. Là, il y a un groupe faible de chercheurs dans ce domaine, il est vrai. Je connais des gens de très bonne qualité qui travaillent là. Et ça, c'est un livre magnifique, parce que vous savez sans doute qu'il y avait sur le Danube une île, non? C'était une île habitée par les Turcs, non? Qui n'existe plus parce qu'elle a été submergée par le lac, par le barrage qui a fait que les eaux du Danube sont montées avec quelques mètres. Et ils ont été répandus dans tout le monde. Il y a des Turcs en Turquie, mais il y a beaucoup dans le reste du pays, à Constanța, à Bucarest et même à Totu-Severin. Mais le livre est bien écrit, magnifique. C'est une fille qui s'appelle Carmen Culuță, c'est le nom de fille, et maintenant elle s'appelle Mihalache. Oui. Bon. Toujours par les chercheurs du musée du paysan roumain, Historicire armene, l'histoire des Arméniens. Le nom, c'est entre le mont Ararat et la communauté de la rue des Arméniennes. Strada arméniască pour les gens qui viennent de Bucarest. Ça, c'est des témoignages sur les plus antiques paysans de Roumanie du XXe siècle. C'est maintenant une illusion qu'il y a des paysans antiques. Dans le département Neamț, Maramureș, Vrancea, partout. Et le dernier livre qui est dans leur, c'est-à-dire par leur activité sortie, s'occupe de sans-abri. Le sans-abri de Bucarest, c'est-à-dire c'est très récent, je pense que voilà, c'est de 2015, sur un certain périmètre que vous connaissez à Bucarest, le centre le plus centre de Bucarest, non? C'est entre la place de l'université, place de la Victoire et place 1er mai. Mais ça a une certaine importance du point de vue social, je pense, plus que historique. Bon, il y a une catégorie des indépendants, j'ai marqué là des indépendants. Ce sont des gens qui ont eu le sentiment de s'investir dans une telle affaire. Et là, c'est un livre que je l'ai dans les 2 éditions, je l'ai à la maison, je les ai à la maison. C'est Alexei Vakulovski. Alexei Vakulovski est le père de deux écrivains aujourd'hui d'une certaine notoriété dans les livres, dans la littérature roumaine, le Mihail Vakulovski qui habite à Brașov, et Sandu Vakulovski qui habite à Chișinău, qui est journaliste aussi. Mais l'histoire d'Alexei Vakulovski, c'est une histoire pure et, comment dirais-je, de la meilleure qualité, sans avoir aucune instruction dans ce domaine. Il était professeur de langue roumaine dans le village de Ștefan Vodă, c'est plus près de l'Odessa que de Chișinău, ce village. Alors, il a écrit avec l'investigation des paysans de son village. Il s'agit de la famine provoquée en Ukraine et en Bessarabie dans les années 46, 47, comme ça. Voilà. Où il y a des allusions, ou bien même des choses bien établies de cannibalisme. On était remarqué dans cette période, on était formulé dans cette période. Bon. Et maintenant, on passe à un autre chapitre. Voilà,
c'est une photo qui a été prise à l'occasion de la première rencontre à Brașov d'une équipe qui a voulu faire quelque chose pour l'histoire orale dans la ville. Et là se trouve, dans cette partie, c'est-à-dire à gauche, ce sont des étudiants de la sociologie 3e année, 4e année. Maintenant, ça c'est de l'année 2001-2002. Voilà. De l'autre côté, c'est un mélange comme ça. Ici, c'est Maria Bucur-Descartes, qui est maintenant à Bloomington, Indiana. Elle est professeure d'histoire, il y a un département des études soviétiques, on peut dire, de l'Est de l'Europe. Non, ça, c'est Lydia Bradley-Georgiou, qui est de Brașov, et la fille de Constantine Georgiou, qui est une historienne de l'aviation, qui est peut-être connue. Et derrière, c'est mon ami et collaborateur, c'est Stéphane Ungureanu, qui est sociologue. Et les autres sont, voilà, ça c'est Jules Massignon, qui était la doctorante, était en thèse chez Maria Bucur-Descartes, aux États-Unis. C'est la première collaboration entre l'université américaine et l'université transylvanienne de Brașov, dans un domaine qui n'était pas le nôtre, on peut dire. Hein. Ça, c'est Maria Bucur-Descartes à Brașov, à l'occasion de la rencontre finale, et nous a fait une instruction. Ça a été très intéressant parce que les Américains sont les précurseurs dans le domaine, ça c'est sûr. C'est-à-dire il y a beaucoup de livres, il y a des pages entières de livres regardant la théorie de l'histoire orale. Il y a des écoles d'histoire orale, même aux États-Unis. Mais elle nous a parlé de l'aspect juridique. On a appris, parce que chez eux c'est important, on a appris comment faire qu'une déclaration, une interview peut être publiée sans avoir de répercussions sur ceux qui font la publication. Et on a fait une bureaucratie fantastique au début. Maintenant, nous, comme les Roumains, nous avons simplifié les choses, mais au début, nous avons fait une bureaucratie fantastique au début pour nous être protégés de tous les côtés à un certain moment. Parce qu'on a eu même des interventions des descendants qui ont dit des choses, non, c'était pas, mon père n'était pas dans l'état de publier ses mémoires ou bien de parler de ça, et il faut qu'on le retire. On dit non, voilà, il a signé. Ici, c'est la date qui a été marquée, et ça suffit pour avoir une image. Mais c'était une partie qui a été traduite d'anglais, c'est-à-dire une partie juridique qui a été traduite d'anglais, même si chez nous, la législation n'était pas... Et il y a des progrès en Roumanie de ce côté? Non. De la législation? Non, on est dans le même état. Non. Ici, c'est le sociologue, c'est notre ami Stéphane Ungureanu, non? Et à côté, c'est le premier livre publié à Brașov. Regardez, c'est vie parallèle dans le XXe siècle, histoire orale et mémoire récente dans le pays de Bursa, ou bien, comment on dit en allemand, c'est Burzenland. Je vais vous montrer quelles sont les catégories sociales qui ont participé. Il y a autour de 12 ou bien 13 interviews, et il y a une ancienne nonne, non, qui a été éliminée de la monastère, non, et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait finalement, mais elle avait des déclarations intéressantes dans ce sens-là. Un travailleur industriel dans l'industrie lourde, non. Il y a un membre du mouvement légionnaire qui est resté, il était resté sur sa position, il a déclaré toujours qu'il était légionnaire et elle était conséquente, comment dire, et une femme d'origine juive, une femme d'origine allemande déportée après la guerre en Union soviétique. Vous connaissez la déportation pour le travail des Allemands de Roumanie. Un activiste du Parti communiste qui a occupé ultérieurement des positions importantes dans l'économie locale, un militaire combattant sur le front de l'Est, prisonnier en Union soviétique, elle est venue de là,
un paysan hongrois de Secele. Secele, c'est tout près de Brașov, pour les gens qui sont familiarisés un peu. Voilà. Ce que je venais vous dire, je vous disais il y a quelques moments, les informations ramassées à l'occasion de ces interviews ont été valorisées du point de vue sociologique, car la plupart des personnes impliquées étaient étudiants en sociologie ou en cours d'avoir leur diplôme ou sociologues déjà diplômés. Mais comment ont-ils été choisis? Comment on les a sélectionnés pour toi? Mais c'est monsieur Ungureanu qui les connaissait, alors il a dit... Ah, c'est lui-même qui les a choisis. Voilà. Ah, c'était pas une sélection... Et je veux vous montrer qu'est-ce que ça signifie une information collatérale, qui est importante, et qui décrit la misère de la classe ouvrière avant la guerre. Voilà. Il y a l'interview de quelqu'un qui a travaillé à Astra. Astra, c'est l'ancien Steagul Roșu. Si vous connaissez le nom, à Brașov, Steagul Roșu, c'est l'usine de... Astra aussi avant Steagul Roșu. Oui, Astra avant aussi Steagul Roșu. C'est l'ancienne entreprise d'autocamions, de camions lourds. Alors, il est venu dans les années 30, comme ça, le salaire était établi par le maître de l'atelier. Ce n'était pas par le chef de département ou bien par le directeur, non? Par le maître de l'atelier ou un chef d'équipe. Celui qui, c'est-à-dire il fallait donner une preuve de travail, c'est-à-dire il a travaillé sur une pièce quelque temps, ils ont regardé ce qu'il a fait, alors il a été interrogé par le chef d'équipe, il a dit maintenant, monsieur, vous êtes content avec 12 lei par heure? Bien sûr, je suis content, il a répondu, parce qu'il venait d'une situation pire que ça. Alors j'ai mis une chambre dans le quartier autour de l'usine, avec 1500 lei par mois. Et maintenant, c'est ça qui compte. Les 3 repas du jour et la lessive y étaient compris. Et maintenant, on va voir quel était son revenu. Je gagnais 5 000, 6 000 lei par mois. Et de mon premier salaire, j'ai envoyé 3 000 lei à mes parents, à la campagne. Et mon père a acheté une paire de bœufs pour travailler cette terre. Le niveau de vie. Oui, et je le crois entièrement parce que c'est mon père qui a fait la même chose. À son temps. Mais non, ce n'était pas dans le même domaine. Mais de ce premier salaire, il envoyait de l'argent à la maison pour que son père achète de la terre ou bien achète des animaux. Bon. Et 5 000 lei par mois, c'est beaucoup plus que 12 lei par heure. Ça colle pas, hein? Je ne sais pas, c'était... On peut faire le calcul, mais c'est beaucoup plus que 12 lei par heure. Oui, mais ça dépend de... Dans cet endroit, il ne travaillait pas 8 heures par jour. On travaillait 6 jours par semaine. 10 heures par jour. 10 heures par jour, c'est comme ça. C'est à peu près 20 lei. En tout cas, en tout cas, mais c'est ça la déclaration, je ne me mêle pas trop dans la véridicité. Et bon, et maintenant on passe à la Bucovine. La Bucovine, c'était la deuxième idée. Pourquoi la deuxième idée? Parce que je suis élevé dans un milieu des réfugiés de Bucovine et de Bessarabie. Et il y avait dans toutes les villes de la Roumanie des groupes comme ça qui se sont constitués après la guerre et qui vivaient encore un peu ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre des habitudes ou bien des nostalgies sur les territoires perdus, sur la vie d'antan. Et ils étaient en très bonne relation. Alors, j'ai une certaine sensibilité pour cette catégorie de gens, et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé après le refuge avec eux, hein, en venant en Roumanie, parce qu'ils n'ont gagné pas trop une situation très privilégiée. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la maison natale, ou bien je ne sais pas quoi, en Bessarabie et en Bucovine. Ils sont venus sous un régime communiste en Roumanie. C'était encore pire. Il y avait
des nuances qui les désavantageaient nettement. Ça, c'est la carte de la Bucovine en 1910, après le récessement de l'Empire autrichien, oui. Mais c'est une carte ethnographique, c'est-à-dire une carte qui reflète la distribution des peuples, c'est-à-dire des nationalités sur le territoire. Ça, c'est la carte de la Roumanie. Pour les gens qui sont moins informés, j'ai voulu insister sur les départements, les anciens départements. On va voir qu'on va le retrouver sur la carte de notre site, memoria.ro, et les voisins qui étaient autour du pays. Vous voyez, en partie supérieure, nos voisins étaient l'Union soviétique, bien sûr, mais seulement ici, c'est le Dniestr, non? Et puis c'était la Pologne, il y avait une frontière avec la Pologne importante, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, et l'autre est mieux connu, Yougoslavie et Bulgarie. Et la mer Noire, il ne faut pas oublier la mer Noire, et la longueur du littoral, non? Et la dernière information cartographique, comme ça, c'est ça, c'est la Bucovine divisée. Ça, c'est la partie en jaune, c'est la partie qui est restée en Ukraine d'aujourd'hui, et la partie en vert, c'est la partie qui est restée en Roumanie. Nous avons voulu, c'est-à-dire nous avons fait déjà des interviews avec les gens de Bucovine, mais on n'a pas eu le temps de trouver des gens en vie qui pouvaient parler du refuge de Bessarabie. C'est ça dommage, parce qu'on a résolu la question à moitié. Comme ça, on fait seulement une partie de notre travail. Mais quand même, on a commencé le travail en 2003-2004, et ça a duré jusqu'en 2015. La publication du livre que vous avez vu, c'est 2015, à la fin. C'est-à-dire, nos obligations dans d'autres domaines, surtout académiques du travail, nous ont empêché de nous concentrer, de faire plus vite les choses, et nous avons perdu beaucoup de répondants qui faisaient partie de la Bessarabie. C'est ça. On ne gagne pas toujours. Voilà, on passe vite sur les deux couvertures. Ça, c'est ici, sur la couverture, derrière, je ne sais bien comment ça s'appelle ça, se trouve le nombre des gens qui ont été consultés, ou bien ont été interrogés, ont été interviewés, voilà. Et ce sont des photos de l'archive personnelle de ces gens, pour l'illustration. C'est un personnage que j'ai connu à Părtești. Si vous connaissez un peu la partie du sud de la Bucovine, Părtești, c'est près de Cacica. Vous connaissez Cacica sans doute, c'est-à-dire je parle avec eux-mêmes, parce que Cacica, ça a été une exploitation de sel importante, même avant la guerre, avant la vraie guerre, dans le nord. Et M. Andronic, il a fait une école normale à Tchernovitz. L'école normale, tout le monde sait ce que ça signifie, une école normale. C'était une école pour devenir instituteur. Et maintenant, il faut lire, oh, pardon. Non. Sa déclaration. Mais son interview dépasse 50 pages, comme ça. Il dit comme ça, mais je veux lire ça pour faire une comparaison avec ce qui se passe maintenant dans l'enseignement. C'est vraiment pour ça, c'est pas... c'est pas d'éducation, ce qu'il nous fait ici, c'est ce qu'il nous donne ici, je pense. Je vous ai dit et je le répète, l'idée la plus importante, je ne sais ni même aujourd'hui si c'était correct ou non, mais les plus âgés
nous avait prévenu, les plus âgés des élèves dans l'internat, nous avait prévenu dès l'arrivée dans l'internat de l'école que l'élève qui va mentir ou voler était exclu de toutes les écoles normales du pays. Il était incompatible avec une école normale de ce moment donné. L'explication était tout simple. Un futur pédagogue avec des vices pareils pourrait détruire plusieurs générations pendant sa vie professionnelle. Rien à dire. L'autre, c'était M. Vassili Ilika. Il est mort il y a 4 ans à Oradea. Il a écrit beaucoup sur le refuge des paysans de Bukovina. C'est le célèbre massacre de Fontenalba. Et ça, c'est un témoignage sur la déclaration de la nationalité roumaine qui était presque impossible à faire à Bukovine. Mais maintenant, je ne sais pas si ça s'est fait facilement. Le problème était que le professeur de classe ne voulait pas inscrire la nationalité roumaine dans le catalogue. Voilà. Il nous expliquait qu'on nous a trompés et nous ne sommes pas des Roumains, nous sommes soit Ukrainiens, soit Moldaves. Voilà. Et nous avons répondu, messieurs, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est ça Moldave. Nous sommes Roumains et c'est comme ça qu'on va compléter les papiers. Mais c'est comme ça qu'on explique maintenant qu'il y a c'est-à-dire la partie roumaine est devenue minoritaire dans le territoire, non? Ici sont des photos, des photos qui représentent des peintures faites sur place avec des personnes qui étaient connues dans l'époque, mais pour nous, il y a peu de publications qui ont réussi à arriver. Zubert, qui était soit juif, soit allemand, oui, mais représente très bien l'esprit roumain de la région. Vous allez voir, c'est seulement pour cela que je le mets là, aucune relation avec le texte. La recherche à travers l'histoire orale sur les anciens habitants de Bukovine est partie d'une idée commune, ce que venais de vous dire, pour la Bessarabie et la Bukovine, le refuge et l'intégration des communautés de réfugiés dans la Roumanie après la dernière guerre. Bon. La plupart de la population était polyglotte en Bukovine. L'administration, mais maintenant on parle d'une période plus ancienne, c'est-à-dire la période autrichienne, de la domination autrichienne de la région. L'administration a voulu imposer la langue allemande, mais suite aux différences de religion, au cosmopolitisme du milieu urbain. Chacun a gardé sa langue. Le roumain, l'ukrainien, l'yiddish, le polonais, le russe. Voilà. Et il y avait des gens qui parlaient 3-4 langues, dans toutes les nationalités. Ils préféraient changer les langues que d'apprendre une seule langue et rester prisonniers d'une seule langue. Ça ne manque pas l'allemand ici, tout de même. Il y avait des Allemands aussi, mais ça c'était officiel, c'est la langue officielle, on peut dire. Le détail le plus frappant dans le récit est l'amour pour le pays natal. Ils ont vécu toute la vie avec l'immense douleur dans l'âme, et c'est cette déclaration d'une femme qui ne pouvait pas raconter, elle était toujours en larmes, comme ça il était impossible de sortir un mot. Je suis content d'avoir remémoré ces choses, c'est elle qui dit ça, car si vous n'étiez pas venu, je n'aurais pas pleuré. Je pleure toujours quand j'entends parler de la Bukovine. Elle avait 80 ans, ou bien plus que ça. Notre mérite était d'avoir sorti à la surface une génération avec une expérience unique. Elle a été un peu réhabilitée parce que avant ce contact, ils étaient toujours marginalisés, on peut dire, ils cachaient leur identité. Ils ne voulaient pas dire qu'ils sont des réfugiés. Il y avait des explications historiques, mais il y avait aussi une certaine interprétation de la population locale qui n'était pas tout à fait convenable. Mais ils ont été forcés de se taire pendant des années, comme ça. Pour nous,
la participation des étudiants en sociologie a été importante parce que, pour eux par exemple, pour les étudiants, du point de vue professionnel, parce que la sociologie travaille avec l'interview, toujours, non, on parle ici en sociologie, pour eux-mêmes, parce qu'ils ont gagné, c'est la nouvelle génération, ils ont gagné une inestimable expérience de vie et une autre perspective sur l'histoire, pour tous les deux parties, parce qu'il a eu une communication en double sens entre deux générations. La domination, les effets de la domination autrichienne, parce qu'on parle souvent de l'aspect, a été finalement bénéfique. C'est-à-dire, tout le monde tombe sur cette idée, d'accord, c'est-à-dire ils arrivent à cette conclusion. Finalement, globalement, en superposant les effets, tout a été positif. Pourquoi? Parce que l'administration a su imposer la loi. Ce que l'administration chez nous arrive rarement, c'est-à-dire dans le pays, et il sort des rigueurs dans les relations interhumaines. C'était clair. Même les gens, ils avaient un sens de la justice, dans l'esprit dicté avant par la loi allemande, non, par la loi autrichienne. Bon, de l'Autriche. La langue allemande introduite officiellement fut une langue à travers laquelle les jeunes de Bukovine ont eu accès à la grande culture européenne. Ils faisaient des études, comme vous le savez bien, à Berlin, à Vienne, n'importe où. Les communautés allemandes étaient toujours, et ce sont beaucoup de gens qui soulignent cette chose, un exemple pour les autres, surtout dans le domaine du travail agricole et dans la petite industrie. Tout le monde comprend pourquoi. Voilà, ça c'est une dernière photo de la... Voilà. Pour la publication, ce sont 350 exemplaires qui ont été publiés, avec l'argent personnel. La question éditoriale, on peut dédier ça, on peut dédier une séance à la question éditoriale en Roumanie, ça ne marche pas ni maintenant, ça ne marche pas du tout. Mais ça s'est fait avec la contribution de ces deux entreprises. Non, ce n'est pas une entreprise, c'est celui-là, une entreprise de M. Rebus Kazakou, qui est le PDG de l'entreprise Bitsofer, qui nous a beaucoup aidé avec deux quarts, oui. Et l'autre, c'est Lidia Bradley-Georgiou, par la fondation Aspera, oui. Et maintenant, c'est la dernière partie. Non, si vous avez patience. Combien? 10 minutes? 10 minutes, oui. Mais il faut que je regarde, oui. 60, on a seulement... Parce qu'il y a les questions après, hein, ça ne se termine pas ici. Oui, alors peut-être... J'ai seulement encore 15 diapos. Okay. Ça va? 15, c'est trop? Non, ça va. Le passage dans le virtuel. Voilà, le passage dans le virtuel. Pourquoi? Ce sont nos justifications pour le passage dans le virtuel. Vous connaissez que la nouvelle génération passe du livre imprimé à l'introduction à l'information fournie par l'ordinateur. Et ça, c'est une tendance générale, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il faut suivre, il faut respecter cette tendance. L'histoire orale détient une forte composante éducative pour ceux qui sont d'accord avec l'adage « on n'arrive pas à construire le futur sans avoir la conscience du passé ». Mais il y a des gens qui contestent ça, je vous préviens. Vous allez voir, vous allez les rencontrer de plus en plus souvent. On connaît. On connaît, voilà. Et le rôle de ces deux adresses que nous avons conçues, c'est-à-dire la Fondation Caspera, où je suis le directeur, et Madame Bradley est la présidente fondateur, voilà. Les deux adresses qu'on a, vous allez le connaître tout de suite, ont soutenir le récit d'histoire orale par l'information historique officielle. C'est-à-dire, quand on parle de quelque chose, il y a
il y a des gens qui font appel à des nominations ou bien à des situations qui n'existent pas en réalité ou bien dans la réalité connue des autres. Et à ce moment-là, il faut ajouter cet instrument. Et ça va aller très vite maintenant. Ça, c'est la page d'entrée à memoria.ro. Je vous conseille de visiter le site. Il est très bien connu à l'étranger, moins connu en Roumanie. Voilà, c'est un portal, on peut dire. Et ça, c'est la page d'entrée, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chapitre qui s'occupe de livres, c'est-à-dire tous les livres publiés des Roumains, des étrangers, en roumain, en langue étrangère, sur la Roumanie. Dans tous les domaines, on peut dire, presque. Moins dans les domaines scientifiques, mais dans le domaine de la connaissance du peuple, ou bien de la connaissance de la réalité roumaine, politique, sociale, voilà. Et je m'occupe de ça, je fais l'introduction du livre. Et vous allez voir qu'est-ce que ça signifie. Voilà, c'est un livre qui est présenté ici. Le livre est répertorié et enregistré par l'image de la couverture face. Ça, c'est moi. Et des informations, ces coordonnées, les informations qui regardent les coordonnées essentielles, c'est-à-dire pour pouvoir le trouver, si on a besoin d'elle à un certain moment. Et une partie de texte signifiant du contenu de l'intérieur, pour que celui qui veut lire ou bien avoir une idée a une première image sur la... Il y a à l'intérieur un site, à l'intérieur de ces mémoriarons, un site qui s'appelle le portrait de la Roumanie entre les deux guerres. Et ça, c'est la page d'entrée. C'est la page de la carte qui est divisée dans les départements, les anciens départements du pays. Je fais un clic sur Brașov. Et ça, c'est l'entrée dans la page du département de Brașov comme il était autrefois. Vous voyez la carte. Non. Vous voyez ici la carte du département de Brașov. Il y a une partie écrite qui fait partie de la grande encyclopédie de la Roumanie entre les deux guerres, c'est-à-dire le dernier volume est apparu en 1948, c'est-à-dire trois volumes avant la guerre, ou bien pendant la guerre, et le dernier en 1948, et s'appelle l'encyclopédie Gusti, parce que c'était lui le coordinateur. Donc Voilà. il s'agit en fait d'une copie électronique de l'encyclopédie Gusti, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est une copie introduite à la main. Et sélective, une copie sélective. Ah, c'est une copie sélective. Et ça, c'est un exemple, un exemple de la démographie du département de Brașov en ce moment-là, entre les années 30 et 36. Vous voyez? C'est-à-dire pour avoir des chiffres de comparaison. Et ce qui est important, je ne sais pas si vous êtes au courant maintenant avec ce qui se passe en démographie en France, en Roumanie et n'importe où, avec les conditions misères de vie qui étaient dans le pays en ce moment-là, il y avait un excédent naturel de 8,5 sur le millier d'habitants de la région. C'est la moyenne. Et là, ce sont des enfants nés vivants. Les morts de la période, c'est toujours la partie moyenne. Excédent naturel. La moyenne de l'excédent naturel annuel dans le département de Brașov était de 1400. Et ce n'était pas la migration, hein. C'était l'excédent naturel de la population stable de la ville. C'est une photo, je vais vous montrer ça, c'est une photo, non. C'est une photo de référence. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont parlé de cette entreprise. Cette entreprise existait à Brașov dans les années 30, 20-30, comme ça. Et c'est la célèbre
entreprise textile ou bien de tissu en laine cher. Ma mère, quand elle voulait acheter quelque chose dans le magasin, elle demandait toujours le vendeur si c'est du cher, c'est la laine du cher ou bien... Voilà. C'est ça l'entreprise en laine cher qui a travaillé la laine, je pense qu'il y a jusqu'à 10 ans avant, bien comme ça. Maintenant, elle ne fonctionne plus. Mais il y avait beaucoup de gens interviewés qui faisaient appel à cette entreprise. Et les étudiants qui ne savaient pas l'orthographie allemande, qui ne savaient pas qu'est-ce que ça représentait dans l'histoire de la ville, avaient une transcription complètement erronée du nom. Notre site abrite de revues très importantes. Premièrement, cette revue qui le fondateur a été Banu Rădulescu, c'est le nom, qui a été une ancienne détenue politique, et maintenant la directrice, Madame Michaela Ghițescu, qui a été invitée il y a un an, c'est 2014. 2014, c'était 2014, a été invitée ici à la maison roumaine. Et l'autre, c'est la revue Martor, c'est la revue d'anthropologie du musée du paysan. Ça existe jusqu'à au niveau de l'année 2000 ou bien 1999, comme ça. L'autre page, c'est Aviator.ro. C'est une histoire de l'aviation roumaine, une encyclopédie de l'aviation roumaine, c'est-à-dire dans tous les aspects. On a plusieurs chapitres. Par exemple, ici sont les livres. C'est des livres de, peut-être il est connu, M. Ioan Di Cesare, qui est parmi les grandes pilotes de chasse de la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort il y a 3 ans avant. Et cette biographie de Di Cesare a été, par ce monsieur qui s'appelle Daniel Focșa, a été obtenue en 3 ou 5 visites à la maison de Di Cesare, avec de longues discussions, des commentaires, tout ça autour des événements de la guerre, bien sûr. Il y a encore deux chapitres importants. Ici, c'est une revue, c'est le mérite de M. Cornel Barandiuc d'Arad, qui s'appelle Horizon Aviatique, et nous avons toute la collection enregistrée chez nous. Vous pouvez la voir quand vous voulez. Elle est enregistrée en format PDF. L'autre, c'est un dictionnaire de personnalité dans l'aviation. Mais on a utilisé tous les noms de l'aviation, c'est-à-dire pas seulement ceux qui volaient, mais les autres qui étaient des constructeurs, ou bien des professeurs, ou bien je ne sais pas quoi, des mécaniciens dans l'aviation, tout ça. Bon. Et les conclusions? Sur l'histoire orale, pas sur la présentation de l'autre. Oui. La conclusion de la recherche de Brachot, c'est que du point de vue technique, les interviews ont été réalisées chez nous. C'est à cause des moyens, non? Exclusivement par des enregistrements audio, sur des cassettes audio. Mais ça signifie qu'il a fallu les transformer en MP3 et puis les transférer sur avec les par l'écoute, transformer en fichier doc et tout ça. Nous avons toujours regretté d'avoir commencé si tard, et ça c'est une idée importante, parce qu'on est arrivé à une conclusion importante en pensant à ça. Nous avons toujours regretté d'avoir commencé si tard les recherches, mais les sujets ciblés, sur les sujets ciblés, on a raté des témoins authentiques, au moins dans les périodes 90-2000, mais en principe, il faut utiliser intensivement le temps présent pour créer des archives subjectives importantes pour les 30, 40, 50 années suivantes à venir. C'est-à-dire, il faut maintenant travailler dans le domaine. Avec vous-même, on peut dire, c'est-à-dire ou de poser vos témoignages, ou de répondre à des questions
s'il y a quelqu'un qui vous demande quelque chose. Oh, non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, pas encore. Attendez. Non, non, pas encore. C'était pas vrai, maintenant. On a encore trois. Bon, l'histoire orale, comme on dit les autres, est complémentaire à l'histoire construite sur les documents et les preuves matérielles. L'histoire orale est une source de la meilleure qualité. L'anthropologie, ethnographie, histoire des techniques et des métiers. L'histoire orale, par ses récits, humanise le passé et a une meilleure compréhension, devient un lien des sciences humaines impliquées. Et ce sont nos projets en cours maintenant. C'est monsieur Unguran qui s'occupe, le matériel existe, il est en train de rédaction finale, on peut dire, édition finale. Le destin du livre dans la deuxième moitié du XXe siècle dans la région de Brasov. Et l'autre partie, ça me regarde un peu, c'est la civilisation industrielle du pays de Bursa, qui est une région industrialisée, comme tout le monde le sait, peut-être au niveau de Bucarest, on peut dire à un certain moment, mais je parle de Rushnov, de toute la région, Saint-Gel, et voilà, il y a même certaines entreprises, et j'ai commencé déjà par 5 interviews qui ont été présentées à la conférence d'Icotech en 2014, et c'est tout. Et voilà. Maintenant, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Gustave. C'est une présentation qui porte sur des faits concrets. Ce n'est pas une analyse, c'est un témoignage presque de la manière dont on a réalisé de l'histoire orale à Brasov. Avant juste d'ouvrir le débat et en vous priant de poser des questions, je voudrais juste rappeler une petite chose parce que tu n'as pas, il me semble, dit une chose que je crois importante, notamment le fait qu'il y a à Cluj, tu as parlé de Rodoslav et de l'histoire orale qui s'est développée là-bas, mais il y a des thèses qui sont faites, dirigées à Cluj, sur de l'histoire orale, et notamment l'histoire orale des camps de concentration, des prisons roumaines de l'époque communiste, etc. Et ça, c'est une chose assez exceptionnelle, parce que ce sont des thèses, oui, donc réalisées avec une rigueur scientifique, et qui portent sur ces horreurs des camps communistes. C'est pas seulement à Brasov, et à Timișoara, ils ont fait des dissertations pour le DOA, c'est pas le DOA, c'est le master, et pour des thèses. Oui. C'est-à-dire académique, au niveau académique. Maintenant, pour ça, la question que j'aurais voulu te poser en tant qu'universitaire, je crois que c'est un peu la direction dans laquelle il faut orienter aussi le développement de l'histoire orale, justement, pour lui donner un sérieux et une dimension aussi rigoureuse et scientifique que possible. Mais de toute façon, félicitations et le travail qu'ils font avec aussi, pas seulement la réalisation de l'histoire orale, mais de la faire connaître. Parce que ce qui est important, c'est de faire connaître ce fait. Et ce qui a fait, tu as insisté à juste titre sur ce qu'a réalisé Blandiana lors de l'école d'été de Sziget, c'est une chose tout à fait exceptionnelle, parce qu'ils font le savoir. Voilà. J'arrête là et j'ouvre le débat. Juste une petite chose à propos de l'école de Sziget. Sur la page, il y avait une petite erreur. Le dissident soviétique qui a participé, il s'appelle Vladimir Bukovski. Charles Bukovski, c'est un écrivain américain qui n'a absolument rien à voir avec le oui, j'aime beaucoup Charles Bukovski. Non, c'est une petite chose. C'est une petite chose. J'aime beaucoup l'écrivain américain. Oui, mais il n'a rien à voir avec... Oui, c'est vrai. Oui. Je voulais souligner le fait, l'importance de cette histoire orale pour justement les temps qu'on vient de vivre, parce qu'elle aide à démasquer la façon dont l'histoire officielle, dans l'histoire normale, a été faussée. Donc l'histoire officielle basée sur les documents a été faussée. Écoutez, on a le fils d'un ami à nous qui vient de finir un travail de docteur, donc en documentation.
sa spécialité. Et il découvre, donc en travaillant, enfin il a fait son travail de doctorat sur des revues françaises, etc. Bon, fin du 19e. Il a découvert au passage que dans les archives roumaines actuelles, les revues roumaines de la fin du 19e, encore, début du 20e siècle, étaient faussées. On avait extrait des choses. Tout ce qui était anti-russe a été extrait, falsifié. Donc, on ne compte plus les exemples récents. La façon dont nous on a appris l'histoire, c'est absolument hallucinant. Donc, moi, ce que je souhaite et que je salue et que donc je félicite, c'est grâce à cette histoire orale, on va corriger la fausse histoire officielle, mon Dieu du ciel. Juste un petit témoignage. Peut-être qu'il le dit, Mais, parce qu'il y a... Va terminer scandaleux. parce que je veux te répondre. Non, juste encore un témoignage de ma part. Écoutez, des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'a jamais écrit, qu'on n'a jamais fait, qui sont vraies, qui sont réelles, qui sont importantes. Écoutez, juste un petit témoignage de ma part. Donc, écoutez, je parle avec des Français. Donc, il y a eu le maquis en France. Donc, un monument, enfin, quelque chose de très important, sacré. Bon, 4 années de maquis en France. En Roumanie, le maquis a duré 14 ans, pas 4 ans. 14 ans, 15 ans. Moi-même, tel que vous me voyez, je me trouvais en 1960. 1960, au 1er mai 1960. C'est pas glorieux, j'abrège l'histoire. Enfin, j'étais faire du ski avec l'université, enfin toute l'équipe de ski, on descendait, je n'étais pas seul, on descendait donc de Lac Ubilea, et dans la station de train, on avait profité de notre dernière journée, et le train était à 11h30 du soir, pleine nuit, à Sâmbăta de Jos. Bon, eh bien, à Sâmbăta de Jos, le 3e mai 1960, la gare a été encerclée par les troupes de sécurité. Il y avait au moins 50, des types en uniforme avec des armes à la main, qui nous ont contrôlé les documents un par un. Pourquoi? Eh bien, devinez, ils cherchaient encore des maquisards en 1960. Merci. Bon, j'avais d'autres sujets, mais je veux pas. D'autres questions ou commentaires? Je veux ajouter une chose sur les risques, parce que les risques sont importants. J'attaque la question du baccalauréat. À un certain moment, le baccalauréat en Roumanie, il y a 15 ans, 10 ans comme ça, on pouvait la donner à la choix entre la géographie de la Roumanie et l'histoire de la Roumanie. 18% donnaient l'histoire, les autres la géographie. Et c'était plus facile à apprendre, peut-être, je ne sais pas, à étudier la géographie, mais il y avait aussi une explication d'ordre psychologique. Un écœurement. Les filles, c'est-à-dire les élèves, sentaient qu'il y a quelque chose de faux à l'intérieur, ne pouvaient pas s'expliquer là. Alors, au moment qu'ils disaient des choses qui n'étaient pas permises, avaient peur encore des répercussions et tout ça. Alors, éviter l'histoire à tout prix. Oui. Et il y a ici une chose que j'aurais voulu juste pour enchaîner, et je vous donne la parole. On parle toujours du passé, mais Mircea a parlé de l'ICMER, donc cet institut de recherche sur les crimes du communisme et la mémoire de l'exil roumain. Et alors, dans ce cadre, on fait encore de nos jours, récemment, de la censure. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme si les structures d'aujourd'hui et les institutions d'aujourd'hui travaillent correctement. Pas du tout. Et notamment, une institution qui est encore, elle a ses excuses, parce qu'elle est payée par le gouvernement. Donc vous voyez où est l'indépendance. Mais qui se permet de fausser et d'interdire qu'on fasse la lumière sur certains aspects de l'histoire, ce que nous avons dénoncé. Donc la question, je crois que d'abord il faudrait être honnête et faire une vraie sélection des institutions roumaines qui sont tout à fait honnêtes. Parce qu'ici,
il y a une sorte d'amalgame qui est très dommageable à la vérité. Oui. Monsieur. Non, oui. Vous avez parlé du fait que le bac en Roumanie, on a le choix entre la géographie et l'histoire. Moi, j'ai fait mon bac en 2008, il me semble. En 2008. Et j'ai choisi l'histoire, mais c'est pas seulement c'est plus difficile. Le problème, c'est que vous oubliez une chose. Dans le lycée roumain, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais jusqu'en 2008, on traitait presque jamais la période entre 1950, voire un peu moins, 1940, et 2000. Et en fait, on a fait, il me semble, une seule leçon. Sinon, on a fait tout ce qui tenait de l'histoire à partir de 0 jusqu'à 1940 peut-être. Mais des légionnaires, on a appris très peu. Des élections ils ont décidé de en 46. Ça, je l'ai appris de mon père, je l'ai appris en m'intéressant ailleurs. Mais à l'école, on n'apprend jamais qu'est-ce qui s'est passé. Et très peu de régime communiste. Vraiment très peu. C'est ça qui explique que l'inappétence de la nouvelle génération avec l'histoire, l'inappétence sur l'histoire de la nouvelle génération. Mais on a réclamé cette chose-là. Il y a des professeurs qui ont protesté, qui ont dénoncé la manière dont la chose est faite et aussi dont les manuels d'histoire sont réalisés. Vous avez vu l'image de M. Roussan. J'ai eu l'occasion de le voir, de l'écouter, pas de le voir, sur l'enregistrement audio-vidéo au groupe de dialogue social. Et il a été le dernier qui est intervenu. C'était une réunion avec le Premier ministre, M. Cioloș, en ce moment-là. Et il a posé la question de l'histoire. Il a dit, regardez vers l'histoire parce que se passe là des choses inadmissibles dans l'enseignement. Et c'est sa dernière question, parce qu'après 3 jours, il a disparu. Lié à ceux qui détiennent encore aujourd'hui le pouvoir en Roumanie. Très simple. Oui. Vous avez parlé du fait que effectivement peut-être le nombre d'enregistrements faits en Roumanie qui sont très importants mais sont peut-être pas suffisants au vu du nombre potentiel d'enregistrements qui ont pu être faits si dans les années 90 les choses se seraient passées de manière un peu plus active, disons. Mais qu'en est-il de la situation en Bessarabie et en Bucovine de Nord? Parce qu'il me semble que dans ces deux régions, dans ces deux anciennes provinces roumaines, la situation n'est même pas catastrophique, elle est inexistante. C'est-à-dire qu'on n'a presque pas fait d'enregistrement de ce type. On a fait quelques livres sur ces sujets. Moi, je connais assez bien l'historien moldave Igor Kaș, qui a sorti quelques bouquins, Dușmanul de classe, l'ennemi de classe, récemment, qui est inspiré justement de l'histoire orale de cette période, de la période des années 40 et des années 50. Mais à part ça, il me semble qu'il n'y a presque rien d'enregistré. Et une suite à cette question, est-ce que vous envisagez de continuer votre travail sur justement ces deux régions? Parce qu'il y a encore des choses qui peuvent se faire, peut-être. J'ai deux questions à dire. Premièrement, ce livre sur la Bucovine, on a essayé, avec 10 exemplaires, d'aller à Cernăuți et faire une certaine discussion autour de ça avec les gens qui vont venir. Non? Puis, avec la communauté roumaine. La communauté roumaine, faire une distribution avec 10 exemplaires. Ça, c'est rien pour Cernăuți. Et ils nous ont invités au début, et puis tout est tombé à l'eau. C'est-à-dire qu'on nous a refusé finalement quand ils ont entendu de quoi il s'agit. J'avais l'intention d'aller dans cette vacance entre les 2 semestres, parce que maintenant, chez nous, le 2e semestre commence lundi, en Roumanie. J'avais l'intention d'aller de nouveau à Chișinău. J'ai été 2 fois l'année passée à Chișinău, parce que je trouvais là des gens intéressants, appartenant au milieu académique, il est vrai, à l'université de Stat de technique, comment ça s'appelle, UTM. L'université technique de Moldavie. Voilà. Et je trouvais... Remarquable institution. Oui, assez bon, parce que d'après les statistiques européennes, maintenant, elle est sur la première position en Moldavie, en Bessarabie maintenant. Et j'avais l'intention de faire des interviews comme ça avec ces personnages.
qui sont intéressants. Oui. Mais ça dépend du temps. Il y a des choses, voilà. Je suis ici, je ne suis pas là, alors il n'y a aucune qui peut me remplacer de faire des choses pareilles. Comme il arrive dans différentes positions aussi, dans différents domaines, dans différentes institutions. Mais j'ai l'intention de travailler avec eux parce que si tu es arrivé de là, même si on a essayé de faire des investigations en Bessarabie par exemple, je fais des essais, mais ça a été complètement d'une qualité inacceptable, c'est-à-dire était complètement insoutenable. Non, c'était pas fausse, c'était des réponses monosyllabiques. Les réponses étaient complètement oui ou non, ou des choses comme ça. Les gens ont peur. Peut-être le peur. Et je vais vous dire encore une chose. Il y a l'affaire avec le milieu de la civilisation industrielle autour de Brasov. J'ai essayé de contacter plusieurs personnes. J'ai réussi à faire des interviews avec 5. J'ai encore 5 en vue. Mais il y avait des gens qui m'ont refusé. Pendant que les autres qui c'était plus anciennes, en regardant la guerre, la période entre les deux guerres, les après-guerres, ils ont toujours discuté librement. C'est-à-dire, il y avait des gens qui avaient le courage inoculé dans la jeunesse, et ce sont des gens qui ont été complètement terrassés par la terreur politique dans leur jeunesse. Ils ne veulent pas discuter une question assez simple. Les relations interpersonnelles dans l'industrie roumaine, c'est parce que ça m'intéresse pour l'instant. Je ne discute pas des questions de technique proprement dit, non. Je discute le social de l'industrie. Voilà. Ils refusent. C'est le drame de la société roumaine. Pourquoi c'est une des explications que la situation politique est telle qu'elle est en Roumanie. C'est toujours ça. Parce qu'il y a encore ceux qui ont une crainte, sont gênés, même s'ils sont honnêtes, de reconnaître l'état de faiblesse et l'état auquel ils se sont, dans lequel ils ont vécu pendant l'époque communiste. Et ça c'est une question terrible encore, qui est une des causes profondes du malaise roumain. Oui, mais on a commencé quand même à changer, on est 600 000 sortis dans les rues, ça va, ça avance. Ça avance, mais ça s'est terminé, et le gouvernement est toujours en place. Donc c'est pas du tout, c'est pas du tout là C'est un autre débat. J'ai vu une statistique, il y a 2 semaines ou 3 semaines, ça a été, peut-être Dorine connaît la situation, c'était sur notre page, moi je suis ami avec Nedoschak sur Facebook, c'était la situation d'une investigation faite dans les pays européens. Et on disait comme ça, si votre pays, à ce moment-là, sera attaqué par des forces, je ne sais pas qui, voisines, autour de vous, quelle sera la situation de la population? En Roumanie, c'était 38% qui étaient décidés de résister. Les autres, dans 2 semaines, ils arrivent au bord de l'Atlantique. Oui, mais j'ai regardé les statistiques, si on regarde la plupart des pays européens, voire même Suède et Norvège, il y avait très peu aussi. Il y avait même moins que nous, en fait. Les Bulgares, par exemple, ils étaient avant 6 ou 7. Oui, c'est très bon, la citation. Les Allemands, c'était seulement 18%. Oui. Du coup, la chiffre, je pense que c'est plutôt agréable. Les Russes, ils étaient beaucoup, 90%, il me semble. Ils défendaient la mer Russie. Oui. C'était impressionnant. Je pense que seulement les Finlandais, ils avaient le pourcentage de la dernière guerre. Vous savez, la dernière guerre. C'est-à-dire, ils avaient le sentiment de la résistance dans la... Parce qu'ils ont combattu les Voilà. Voilà. Mais ils ont décidé de combattre de nouveau, pendant que chez nous, non. On va céder facilement. Je sens ça. C'est pessimiste. Oui, c'est pessimisme. C'est ma vision après 60... Après 50 ans de communisme, on a quand même 38% de la population qui sont prêts à défendre. Oui. Moi, je préfère regarder mais optimiste. Vous savez, je veux vous dire encore une chose.
tout de suite, après les événements de décembre 89, il y avait ici un groupe d'émigrés roumains à Paris, etc. Une des choses sur laquelle nous avons insisté, de dire on sait ce qui s'est passé dans la Roumanie communiste. Il faut dire oui, je n'ai pas pu résister. Je suis devenu un informateur de la sécurité. Personne ne l'aurait blâmé, cette personne qui aurait fait ses aveux. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'était la manière dont on a chantagé, on a prévenu. C'était ça la catastrophe. Qu'on n'a pas eu le... Oui, personne n'a le droit de juger quelqu'un qui a été torturé en prison, qui n'a pas pu résister davantage. Et c'était la voie pour terminer avec la domination de la sécurité, de la nomenclature, etc., qui est restée en place, qui a joué et qui a continué de humilier et terroriser leurs victimes de l'époque communiste. Terrible chose. Alors ça, en même temps, des fortunes, parce que... Oui, Ouais. ça. Bien sûr. C'est toujours lié de l'argent. capitalisme maintenant. C'est toujours lié de l'argent. Oui, ça. Mais il ne faut pas dire non plus le fait que pendant le communisme, il y a eu par exemple mon père, il a fait la Polytechnique et pour recevoir un poste, il a dû accepter d'être dans le parti et se déclarer comme, comment ça s'appelle ça, comme informateur. Mais il a informé tout, il me racontait, je disais que des choses qui s'étaient pas... oui, mais il y a eu plein de gens qui n'ont jamais dit quoi que ce soit sur les autres. Ils savaient entre eux qui est informé. En fait, les petites communautés, c'était rare que quand quelqu'un disait oui, cela il a fait un truc. L'action de courage sera celle de faire une aveu devant les autres, pas devant son fils. Mais il a fait devant les autres. Les autres, c'est-à-dire, oui, voilà, je suis un informateur. Et il a vu aussi tous les autres. C'est ça, c'est ça la... Comment dirais-je? C'est une discussion longue qui porte sur la nature humaine. Oui. Mais bien sûr. C'est le communisme à spéculer les défauts de la nature humaine. C'est ça. Exactement. C'est dramatique. Mais c'est intéressant parce qu'ils me racontaient, comme ils faisaient à l'époque, ils écoutaient Europa Libera. Oui. Tous les informateurs, ils écoutaient. Oui, bien sûr. Ils étaient ensemble. Et puis après, Eux aussi, oui. parce que, bon, j'ai pas vécu, mais j'écoute toujours, j'ai essayé de parler avec les gens qui ont vécu le système, et même ceux qui étaient en haut, même ceux qui étaient en bas. Et cette attitude est rare, elle est très rare dans votre génération, je pense. Non, mais vous connaissez bien. Alexandre Paléologue, qui était ambassadeur ici, il a dit, oui, j'étais informateur. Il n'est pas allé jusqu'au fond des choses pour dire, j'étais payé aussi pour ça. Ça, il n'a pas dit. Comme ne l'a pas dit non plus Dan Lazarescu, le beau-père de Richard. Et la liste est longue. Mais je peux dire une chose pour rapprocher un peu la situation du présent. Dans les années 92, 93, 94, 93, comme ça, jusqu'à la fin, j'étais étudiant. Je mets entre guillemets, j'avais 40 ans, j'étais étudiant à Lyon. Bon. Il y avait deux catégories de Roumains à ce moment-là à Lyon. Il y avait des gens qui sont venus comme moi, faire des études ou bien comme ça, de connaître, de faire une sorte d'initiation culturelle, faire des voyages autour de Lyon pour connaître mieux la région, entretenir des relations avec les Français et tout ça. J'aime la France comme les Français. Moi, j'aime la France. Encore plus probablement. Non, peut-être, je sais pas. Mais il y avait une autre catégorie qui ne déclarait pas la filière par laquelle ils sont arrivés. Voilà. Qu'ils étaient le fils de je n'importe qui, je n'importe quoi. Je peux vous donner un exemple. L'ancien directeur de l'usine séminatoire de Bucarest, qui était une entreprise importante de machines agricoles, non, était étudiant en histoire à Lyon. Mais il était en dehors de l'équipe. Et ça, c'est gardé comme attitude. Et ça se passe toujours. Hein. Mais ça se passe toujours. Ah, mais voilà. Je vous rassure. Bonne remarque. Félicitations. On l'a vécu nous aussi. Ici à la maison. Moi, je suis assez jeune aussi, un petit peu plus âgée que Georges, mais je viens d'une famille qui a toujours résisté au communisme. Et mon papa, par exemple, n'a jamais été... Alors, mon grand-père, déjà, il était dans la résistance, je suis d'Ardal.
Je suis Abdellah. Ah. Et mon père, il est mort. Ah. Donc voilà, ma mère elle est de Maramourech, mon père il est mort. Et là-bas il y avait beaucoup de résistants, donc mon père il a toujours été contre les communistes. Il a vécu des horreurs dans son enfance parce qu'il est resté, son papa est décédé, il est mort à la guerre, hein, exactement. Voilà, c'est comme la situation des salariés. Et mon père, donc, il a toujours été contre les communistes, et quand il est devenu grand et qu'il a commencé à travailler, on a essayé justement il avait un bon métier et on a essayé de le faire informateur. Il a toujours refusé, même au péril de perdre son travail, et il n'a jamais perdu son travail, justement parce qu'il faisait bien son travail. Par contre, on a eu dans la famille des gens qui étaient des majeurs dans la sécurité, il faut le reconnaître, à la CRI, partout. Mais mon père, voilà, moi je tiens ça, je veux souligner ici que c'est très important ce que les gens entendent, comment ils grandissent dans leur famille, en Mali. C'est très important, c'est la base. Alors l'histoire est très importante, mais il faut aussi bien la raconter. Et si on vient d'une famille qui est droite, on va être droit. Il n'y a pas de mystère. Je pense que c'est comme ça. Parce que je pense que c'est de là que je dois tenir un petit peu cette vengeance. Moi, par contre, j'ai une petite question parce que mon village, je suis né en Roumanie, c'était à la plaine. C'était complètement communiste. Ils ont pas résisté, mais j'ai eu mon grand-père, il était à la montagne, et je connais quelqu'un de Soutiava qui aussi venait d'un village de la montagne. Et eux, ils m'ont dit que dans les villages de montagne, ils ont beaucoup plus résisté contre les communistes qu'à la... Est-ce que c'est vrai? Ça, je vais poser une question. C'est vrai. Parce que j'ai cité 2 livres de la famille Montrescu et l'autre qui a été 2 livres d'histoire orale qui a été fait par la famille Blandiana Roussan, qui ont été cités sur la présentation. Ça s'explique d'une certaine manière. Par exemple, en Banat, il y avait aussi un mouvement de résistance dans le sud de Banat. Quand j'étais enfant à Luboj c'est pas très loin du sud, mais quand même c'est dans la plaine, on peut dire comme ça, près de Timișoara. Mais on a souvent entendu, il y avait un major qui s'appelait Uță, qui faisait partie du régiment 94, je pense, infanterie, et qui s'est retiré dans les montagnes de Semenik, le sud de Banat, de cette région. La région n'a pas été jamais collectivisée. Il y avait des gens avec une certaine personnalité. Et donc, le grand écrivain roumain Petre Dimitriu a écrit Vânătoare de lupi, en désignant ces combattants anticommunistes comme des bêtes féroces. D'autre part, la population environnante les aider parce que sinon... Oui. Pour placer la situation récente, c'est la situation de M. Premier ministre d'aujourd'hui, non? Son père vient de Turku, son père qui était inspecteur de l'inspection académique, il vient de Turnu-Severin. Sa mère est du Banat, du sud. Voilà, ils se sont mariés, mais le père de sa mère a aidé les partisans dans les montagnes il y a 40 ans avant. Et parmi ces partisans, il y a le monde des petits. Voilà. Parmi ces partisans, il y a un monsieur qui s'appelle Valușescu Vasile. Et c'est lui qui a été aidé par le grand-père de monsieur... Comment ça s'appelle? Grindeanu, voilà. Le grand-père maternel. C'est pas l'autre, hein? Le grand-père maternel. L'autre était de l'autre côté. Voilà. Et c'est monsieur Valușescu, il a été collègue de classe dans une école comptable post-lycéale avec mon père. Et j'ai eu l'occasion de le voir dans les années 90 à Brașov. De le voir, il m'a dit est-ce que je vous connais? Non, c'est mon père qui était votre collègue de classe. Il m'a dit ah, qu'est-ce qu'il fait ton père encore? Il a réussi à se sauver à la fin. Oui.